Cette Questions. conférence va maintenant être enregistrée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat. Donc, on vous demande de garder votre micro fermé, autrement, ça va être très compliqué de gérer le workshop parce qu'on a plus que 60 inscrits. Donc, toutes vos questions via le chat, vous pouvez les poser en français, maar u kan ook uw vragen stellen in het Nederlands als u dat wenst. De workshop is tweetalig. De slides zijn afwisselend in het Nederlands en in het Frans. Donc les slides sont en néerlandais et en français et toutes les personnes qui vont parler en français. Toutes les slides vont être mises à votre disposition après le workshop et le workshop est enregistré et sera publié sur le canal YouTube du Rabat. Je vous informe aussi qu'on a un nouveau site web du Rabat où vous trouvez plus d'infos sur notre fonctionnement et les liens vers les présentations et le canal YouTube. Voilà, ça pour l'intro générale. Donc si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez le chat et pas poser vos questions en utilisant vos micros. Alors, je vais commencer avec une toute petite introduction. Pourquoi est-ce qu'on organise ce webinaire? C'est parce que on a quand même constaté que les 15 dernières années, la communication en alimentation durable a fortement évolué. Je vais en parler pendant mon introduction, mais on a vu des changements dans le style de communication, on a vu des changements dans la législation, et on aimerait bien vite faire un petit rappel pour vous montrer qu'il y a quand même encore du travail, mais qu'on vient aussi de très très loin, parce qu'il y a 15 ans, la communication en alimentation durable était très faible ou non existante. Et une deuxième raison pour laquelle on organise ce webinaire, c'est parce que on a pas mal de membres du Rabat, des porteurs de projets, qui ont des problèmes avec la communication, avec leur positionnement, et ça va freiner leur vente de produits et ou services. Et donc, la communication peut donner un petit coup de pouce, et surtout dans ces périodes difficiles du Covid, on pense que c'est bienvenu pour tous les acteurs de l'alimentation durable. Alors, quels sont les objectifs? Comme j'ai déjà dit, on va vous donner le contexte, on va vous donner quelques bons réflexes et astuces pour mieux communiquer et on va parler aussi du marketing digital. Et comme j'ai déjà dit, toutes les astuces et le contenu du workshop, ça sera présenté par Gingerly et Foodcom. Alors, pour commencer, un petit peu de contexte en communication, alimentation durable. Quand on regarde un peu les choses qu'on a vues les dernières années, on a vu surtout des mauvais exemples de communication les 15 dernières années. On a vu une communication manipulative. On a par exemple l'exemple de Actimel, où on a tous vu apparaître ces communications début des années 2000, et tout d'un coup, ils étaient disparus. Grâce à une nouvelle législation, que je vais en parler un peu plus tard, mais on a maintenant le même problème qui revient, pas au niveau de la santé, mais au niveau de tout ce qui est durable. On voit des allégations sur des emballages qui sont soi-disant compostables, mais qui en réalité ne peuvent pas être compostés. Et on voit des acteurs qui communiquent quand même pas mal sur des choses qui sont relativement peu intéressantes. On voit ici l'exemple de cigarettes avec du papier 100% recyclable. Je pense pas que c'est le core business des producteurs de cigarettes et ils doivent peut-être mieux se concentrer sur leur core business au lieu de communiquer sur les petites choses d'emballage et des choses qui sont pas le plus important dans leurs produits. Une deuxième exemple, c'est la communication qui c'est mal interprétable, c'est-à-dire le marketing par exemple de Bioplanète, où ils disent There is a planet B, ben, je pense pas que c'est le bon message à donner, parce que voilà, je pense pas qu'il y a une deuxième planète. Et on est tous
convaincus de la nécessité d'acheter plus de produits bio, mais ce marketing est simplement mal fait et peut donner une mauvaise interprétation aux produits bio. Et la dernière chose, c'est une manque de communication qu'on voit chez certains acteurs, et ça aussi, on va y revenir plus tard dans la présentation. Alors, on va revenir 2 minutes sur la législation. On a vu apparaître en 2007, c'est déjà il y a très longtemps, une réglementation européenne qui a très fortement réglementé toutes les allégations, toute la publicité autour des allégations de santé. Depuis l'introduction de cette réglementation, on ne peut plus utiliser des mots comme light, sans graisse, sans sucre, sans que le produit ait conforme certains critères. Avant, l'utilisation de ces allégations pouvait être utilisée librement. Donc, ça, c'est un premier changement. Un deuxième changement dans la législation, c'est que toutes les allégations de santé devaient être prouvées. Et c'est devenu beaucoup plus difficile parce que c'est l'EFSA, l'autorité européenne, qui fait le contrôle de toutes ces allégations. Et donc, les dernières 13 ans, il y avait plus que 2000 allégations qui étaient introduites à l'EFSA, mais il n'y a que 261 allégations qui étaient permises. Et cela explique notamment la disparition des allégations sur les yaourts, comme on a déjà vu sur l'Actimel, où tout d'un coup, toutes les allégations santé ont disparu parce qu'ils étaient simplement interdits. Et donc, ça a très bien marché et ça continue à très bien marcher parce que toutes les allégations sont recherchées et on ne peut pas mettre du n'importe quoi sur les produits alimentaires. Est-ce qu'il y a une réglementation similaire pour tout ce qui est allégation environnementale? Non. Là, on a uniquement la réglementation générale de la publicité et on voit qu'elle n'est pas très bien faite, elle est trop floue et la seule moyen de recours, c'est d'aller vers le GEP, le Jury Eerlijke Praktijken en néerlandais, et le nom en français m'échappe pour le moment. Et donc là, on a vu les dernières 18 ans qu'il n'y avait que 8 plaintes pour des pratiques malhonnêtes liées à la publicité environnementale pour les produits alimentaires. Moi, je constate qu'il y a beaucoup plus. On voit pas mal d'allégations qui sont pas correctes, qui sont floues, qui sont trompeuses, mais on utilise très peu les moyens de porter plainte et ça fait en sorte qu'il y a pas mal d'allégations environnementales qui existent et peut-être on doit réfléchir sur une meilleure réglementation qui est basée sur le même système que la réglementation européenne des allégations de santé. Ça pour la réglementation, ce qu'on a vu aussi, c'est que l'offre sur le marché a fortement changé. Il y a 15 ans, il y avait des petits magasins style Zampa, Dolma, avec l'accent sur les produits biologiques, souvent qui venaient de l'Allemagne, peu de produits frais. Les produits frais étaient souvent vendus via le système des paniers bio. Et petit à petit, ça a commencé à changer. Je pense un grand changement, c'était Colruyt qui a lancé son BioPlanet, où tout d'un coup, on avait tous les produits biologiques rassemblés à un grand magasin. Et quand on voit la tendance des 10 dernières années à Bruxelles, on a vu apparaître plein de différents supermarchés avec un grand offre de produits frais, avec beaucoup plus de transparence dans la chaîne. Souvent, on mentionne et on fait même des descriptions entières des producteurs comme on fait au Food Up et partiellement aussi au marché des tanneurs. On a vu apparaître des supermarchés coopératifs. Donc, on voit pas mal de choses qui bougent. On a Belgomarkt qui avait des produits uniquement belges. Donc, il y a une tendance vers un autre système qui est... Oui, ok, désolé pour ce bruit, mais je ne sais pas d'où ça venait. Est-ce que tout le monde peut couper son micro parce qu'il y a parfois un bruit qui est très dérangeant. Après, il y a dans les
les supermarchés arrivent aussi dans différents quartiers de Bruxelles et tout cela a fait que le système des paniers bio a quasi disparu. Il y a beaucoup moins d'organisations qui offrent encore ce système. On voit aussi les dernières années un retour vers les magasins spécialisés. On voit de plus en plus, par exemple, des boulangers qui rouvrent leurs portes, qui font tout leur pain sur place. Et encore plus récent, on voit aussi de nouveau de la production, de la transformation alimentaire à Bruxelles, parfois à base des invendus et parfois simplement à base des produits très locaux. Donc on voit que tout a fortement changé et ça fait aussi que le consommateur a fort changé. Il y a 15 ans, les visiteurs des magasins bio, c'était vraiment les consommateurs ultra écologiques. Peu importe l'emballage, la communication du produit, eux, ils étaient uniquement intéressés par le contenu et ils venaient dans ces magasins pour acheter les produits. Et vous voyez ici à gauche, en haut dans l'écran, les premiers emballages de Oxfam et de Colruyt pour leurs produits bio et les produits commerce équitable. C'était pas très attirant, pour pas dire que c'était moche. On a mis la nouvelle version en bas où il y a plus de photos, beaucoup plus d'infos et ça parle beaucoup plus aux consommateurs moyens qui devient de développer un intérêt pour tout ce qui est produit alimentation durable. Mais pour lui, et ça c'est la grande différence avec le consommateur fortement intéressé par l'alimentation durable, le consommateur moyen, l'environnement ou le commerce équitable, c'est qu'un des aspects qu'il va prendre en compte pour faire son choix. Et donc, ils doivent aussi avoir des autres arguments pour acheter le produit et c'est là où la communication, un bon emballage, un prix intéressant, une bonne qualité peut faire la différence. Et donc, ces consommateurs-là, on les voit de plus en plus. Ils vont vers les supermarchés, parfois pour acheter des produits bio, commerce équitable. Ils vont vers les magasins locaux. Mais ce n'est pas un consommateur qui va acheter tout en durable. De l'autre côté, on a vu ce consommateur très durable qui est aussi devenu plus exigeant et qui, au lieu de demander purement des produits biologiques, il va demander maintenant l'origine des produits. Il veut que ça vienne d'un opérateur local en circuit court et donc il tire le marché vers le haut. Et c'est comme ça qu'un marché évolue en général. Tu as des consommateurs très écologiques qui mettent une certaine pression sur les producteurs et de l'autre côté, tu as le consommateur classique qui développe un intérêt pour l'alimentation durable et qui va de temps en temps acheter ces produits-là, mais il a besoin d'autres arguments que purement le durable. Voilà, donc en résumé, je pense que le marché a fortement changé les dernières 15 années. Au niveau publicité, on a vu que la publicité mensongère au niveau santé était complètement disparue grâce à une réglementation européenne, mais qu'au niveau environnemental, on a quand même encore beaucoup de travail parce qu'il y a pas mal de publicité trompeuse et mensongère. À côté de ça, le marché a fortement changé. On a vu une plus grande offre, plus de magasins, et donc on a vu aussi le consommateur qui est d'un côté encore plus exigeant quand on parle de consommateur très écologique, et de l'autre côté le consommateur classique qui commence à développer un intérêt pour les produits durables et qui cherche à acheter les produits soit dans les supermarchés, soit dans les magasins locaux. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Héloïse, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions? Ben alors, je vais passer la parole à Gingerly pour la deuxième partie du workshop. Merci. Isabelle, oui, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde.
Je ne suis pas Isabelle, je suis Julien. Euh, donc voilà, je vais présenter Gingerly de manière assez courte avec Isabelle. En fait, Gingerly est né d'une volonté de quatre entrepreneurs. Quatre entrepreneurs avec tous travaillant dans le domaine de la communication et aussi du retail. Et notre volonté était de créer une agence de communication et de marketing qui accompagne qui accompagne les enseignes et les marques dans le développement de concepts et de campagnes à impact positif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un impact positif? C'est un grand mot. C'est un impact positif qu'on veut à la fois sociétal et à la fois environnemental. Donc c'est vraiment notre volonté. Alors on travaille principalement sur des campagnes marketing, mais aussi sur des lieux de vente, sur des campagnes digitales, sur des campagnes offline. Donc c'est vraiment une agence de communication somme toute assez classique, mais par contre avec la volonté de se concentrer sur des projets qui ont du sens. Et bien évidemment, bah, le secteur de la durabilité, qu'elle soit alimentaire ou pas, est bien entendu pour nous ultra importante. Alors, je vais passer la parole à Isabelle par rapport à Carré Associates, parce que Carré Associates est l'agence sœur de Gingerly. Elle va vous expliquer pourquoi. C'est simplement que Carré Associates, à la base, c'est une agence que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui existe depuis plus de 30 ans et qui s'était toujours spécialisée dans le domaine du retail, du shopper marketing. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, dans la présentation, vous allez voir, en tant que Gingerly, on a la possibilité également de parler pas mal par rapport à notamment le secteur de l'alimentaire. Donc, pour clôturer cette présentation, on va être deux aujourd'hui. Il y aura Julien Hoffman que vous avez déjà entendu et moi-même, Isabelle Gérard. On est deux des quatre entrepreneurs derrière la société. Alors, communiquer, que ce soit dans votre domaine ou que ce soit dans le domaine en général du marketing, euh, c'est c'est une histoire de bonnes règles à suivre et de bonnes pratiques à suivre. Et s'il faut synthétiser les choses, on pourrait dire qu'il y a trois grandes règles pour une communication efficace. Quand on a un produit, quand on a un magasin, quand on a une idée, un service, euh, il faut non seulement arriver à se poser la question, et bien finalement, qu'est-ce que je vais communiquer, où est-ce que je vais communiquer et comment je vais le faire. Et pour ce faire, la première règle que nous, on recommande à tous nos clients, c'est de partir de l'histoire de départ, c'est-à-dire du client final ou le shopper, qui est le terme que nous on utilise, et de se mettre véritablement dans la peau de ce client final. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que d'une manière assez naturelle et humaine, je vais dire, vous avez le nez dans le guidon, comme on dit, vous avez quelque part une connaissance qui est là, qui est très technique, qui est très pratique, et finalement, on oublie parfois que les personnes à qui on va s'adresser n'ont pas la même histoire devant eux, n'ont pas la même connaissance, et donc c'est important avant de tout processus de communication de se reposer la question, mais finalement, qui est la personne à qui je vais m'adresser? Qu'est-ce qui est important pour elle? Qu'est-ce qu'elle est capable de comprendre? Dans sa tête, quels sont les concurrents avec lesquels je vais me battre, entre guillemets? Et parfois, on est étonné de se rendre compte que c'est pas forcément ceux que nous, on a en tête. Et dans ce que je vais raconter, qu'est-ce qui sera crédible? Qu'est-ce qui ne le sera pas? Alors, le plus simple, c'est de vous montrer des exemples. Et le premier exemple que j'ai envie de vous montrer, c'est un exemple d'un case qu'on a eu l'occasion de réaliser pour une marque qui s'appelle Prétexte, que certains d'entre vous connaissent certainement. Donc, qui est une chouette marque qui propose donc des alternatives à des produits on va dire lactés, tels que des crèmes ou des tartinables. Et ils avaient un produit, ils avaient une communication, ils avaient un packaging qui était très sympa, très basé sur le côté un peu décalé.
Et quand on a commencé le processus avec eux pour essayer d'arriver à ce que leurs produits soient mieux perçus, et directement on s'est rendu compte que les éléments et les informations qui étaient mises en avant sur tous leurs éléments de communication, et notamment sur le pack que vous voyez ici, n'étaient pas ceux qui étaient importants, ou en tout cas qui n'étaient pas hiérarchiquement les plus importants face à un shopper qui est en train de faire ses achats ou qui est en train d'hésiter entre un produit et un autre. Donc simplement en réorganisant quelque part les informations qui sont sur le pack ici et en donnant à cette communication les bons codes pour que les valeurs de la marque soient mieux présentes, eh bien, on peut déjà changer diamétralement l'impact d'une communication. Au niveau des produits durables et à impact positif d'une manière générale, eh bien, on voit ici deux exemples, on en verra un juste après. Il y a différents angles qui sont envisageables. Et ce que vous devez tenir en compte dans la réflexion que vous allez avoir par rapport à ce client final, c'est finalement une question fondamentale qui est la différence que moi, je vais proposer sur le marché. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle signifie exactement pour mon client? Est-ce que c'est une question, est-ce que mon produit, parce qu'il est plus durable, finalement, il va intéresser déjà en soi mon client? Ou est-ce que c'est parce que ça, dans sa tête, il y a un raccourci et que ça signifie que c'est un produit plus sain? Ou est-ce que ça signifie que c'est un produit plus socialement équitable? Ou est-ce que ça signifie que c'est un produit qui sera moins cher? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et une fois qu'on a le bon angle d'attaque, alors on va construire une communication qui sera plus impactante. Et vous voyez, eh bien, les trois exemples qui viennent de passer, ben, en gros, ils sont un petit peu autour des mêmes valeurs, mais ils ont choisi à chacun une direction et un impact différent, et donc ils vont attirer d'autres types de clients. Un autre exemple dont on est évidemment assez fier, c'est Farm qui a lancé en magasin, mais de manière assez discrète pour l'instant, mais qui va lancer dans les prochains jours, prochaines semaines, le Pharmoscope, qui est totalement en lien, bien évidemment, avec l'alimentation durable. Alors, qu'est-ce que le Pharmoscope? Le Pharmoscope, on pourrait le décrire en une phrase pour aller assez rapidement, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail et malheureusement, ben, ça a le mérite. C'est une action, je trouve, pour laquelle il faudrait rentrer dans le détail. Ben, c'est un programme inédit de durabilité qui vise en fait à analyser en un clin d'œil l'impact sociétal de chaque produit. Donc, la durabilité, si on peut la résumer à celle-là, de chaque produit. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est avec un Pharmoscope d'établir un certain nombre de critères pour chacun des produits et de lui attribuer un Pharmoscore. Pas pour dire qu'un produit est meilleur que l'autre, mais simplement pour communiquer en toute transparence par rapport au produit. Et alors ce Pharmoscore sera disponible sur les étiquettes et toute la communication autour du Pharmoscope sera bien entendu disponible en magasin pour informer de manière totalement transparente le consommateur et le client. Il sera disponible bien évidemment en posant des questions au personnel du magasin. Mais pas que, parce qu'il y a toute une série d'outils digitaux qu'on est occupé à développer avec Farm, qui va permettre d'expliquer qu'est-ce que le Pharmoscope et surtout voir dans quelle manière il va s'inscrire dans le long terme. Donc là, ici, on voit à l'écran quelques exemples déjà de matériel qu'on peut trouver en point de vente. Mais l'idée, dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est vraiment d'arriver à créer quelque chose de beaucoup plus, on va dire, global, online et offline, pour vraiment voilà, avoir toute une série d'informations hyper intéressantes pour chaque produit en toute transparence. Quelque part, l'exemple... Pardon. Non, vas-y, je veux dire, quelque part, l'exemple du Pharmoscope est l'exemple qui fait le lien avec le point numéro 2. C'est-à-dire que la deuxième règle on préconise, c'est de rendre les choses finalement simples, de ne pas aller dans la complexification. Le Pharmoscope est un exemple de manière de simplifier la tâche à son client final, mais finalement, il faut aussi soi-même, en termes de communication, toujours rester quelque part simple dans ses objectifs
et dans sa stratégie. On peut se dire qu'en fait, il y a une checklist avant toute communication qu'il faut respecter. Le premier point qu'il faut vérifier est un point très simple qui est quand je communique, l'idée que je vais mettre en place, qu'elle soit en dehors de mon magasin, dans mon magasin, sur mon produit ou que sais-je, ou sur mes réseaux sociaux, est-ce que grâce à ça, je fais la différence? Est-ce que grâce à ça, aux yeux de mes clients finaux, eh bien finalement, oui, il y a un déclic qui dit ah ben tiens, ça m'intéresse parce que c'est réellement différent. C'est le genre de question qui a l'air simple, mais quand on regarde un exemple peut-être négatif ici que je montre sur ce slide, ce n'est pas toujours ce qui est utilisé et vérifié. Bon, je ne sais pas ce qui était derrière quel était l'objectif final de cette communication, mais clairement, avec cette communication, si le but était de faire la différence au niveau des produits bio, ça ne fonctionne pas parce que l'angle d'attaque n'était pas du tout adapté à la personne qui allait recevoir le message au final. Autre exemple, enfin autre point à garder en tête, c'est de se dire est-ce que je suis crédible? Alors bien entendu, là c'est le gros bateau. On prend l'exemple de McDo qui dit qu'il a les burgers biologiques. C'est peut-être assez simple de se dire oui, eh bien, est-ce que quelqu'un comme McDo est crédible ou a été crédible quand il a lancé cette communication? Mais au day-to-day, par rapport à tout ce que vous aurez comme idée, vous devez vous poser cette même question, se dire est-ce que moi, quand je dis que j'ai un produit qui a un impact positif et durable, a un impact sociétal, je suis crédible? Et si je suis crédible, et si je ne le suis pas de prime abord, qu'est-ce que je dois expliquer ou dire pour l'être? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours vérifier aussi de nouveau via des petites post-tests ou questionnements auprès des clients finaux. Un critère suivant qu'on pourrait rajouter dans cette fameuse checklist, c'est est-ce que je suis clair? C'est-à-dire, est-ce que le message que je veux communiquer, est-ce qu'il est suffisamment clair? Est-ce qu'il ne manque pas de clarté? Alors ici, c'est bien évidemment pas un très bon exemple. Alors, la démarche derrière est excellente, c'est-à-dire que la commune de Schaerbeek souhaite mettre en avant le magasin de proximité et a mis tout en place une série d'actions pour le faire. Malheureusement, quand on voit la quantité d'informations sur un abribus, c'est beaucoup trop. C'est impossible. Personne ne peut lire et donc du coup, l'information capitale est géniale, mais par contre, elle passe totalement inaperçue. Un autre exemple, c'est par exemple toutes les informations qu'on a pour l'instant en point de vente sur le Covid, c'est-à-dire la fameuse distanciation sociale, est-ce que je peux rentrer seul accompagné ou est-ce que je vais chercher mon click and collect, etc. Enfin, je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois depuis la crise. Tiens, est-ce que je suis dans la bonne file? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est bien correct ce que je fais? Même chose, je pense que c'est des informations qui sont en plus de ça un peu indigestes et donc qui ne sont pas super sympas non plus à communiquer dans un point de vente. De nouveau, il faut aller à l'essentiel et il faut communiquer de manière le plus claire possible et surtout aussi par rapport au type de support. On le voit aussi par rapport à la publicité, par exemple, pour Oxfam. Le contenu est hyper intéressant. Alors, ce type de contenu passe super bien dans un publi-reportage ou dans une annonce magazine, par exemple. Mais imaginez ce contenu, par exemple, sur un abribus. Et ça, c'est les choses qu'on voit encore tous les jours. Vous passez, quand vous rentrez chez vous ou quand vous vous baladez, faites attention en ville, vous allez voir le nombre de messages qu'on peut croiser sur un abribus qui est totalement illisible. Et pourtant, c'est une base qu'il ne faut pas oublier. Un bon exemple, par contre, parce qu'il faut parfois montrer des bons exemples aussi, c'est Biocoop qui communique sur les producteurs circuits courts, les producteurs locaux. Et là, clairement, en un clin d'œil, avec un visuel, on comprend directement, effectivement, de main à main, le chemin le plus court entre vous et les producteurs locaux. Donc, c'est quelque chose qui passe assez bien. En gros, pour s'aider à non seulement avoir le bon message au bon endroit, mais également lui assurer le plus d'impact, il y a 3 règles. La première, c'est une règle quelque part qui sous-entendait je pense comme mon shopper et j'étudie mon shopper parce que quand on étudie son client, on étudie son parcours
de fonctionnement, son parcours d'achat, son parcours de recherche. Et donc, on se pose les questions de se dire à quel moment est-ce qu'il a besoin de quelle information. Ça, c'est le premier déclic à avoir. Le deuxième, c'est de se dire, OK, dans la communication, si vous êtes dans des situations où vous êtes en point de vente, si vous avez une communication même au niveau digital avec je veux dire, des écrans qui sont assez complexes, il y a toujours une réflexion à avoir. Qu'est-ce qui va être lu, qu'est-ce qui va être vu et qu'est-ce qui va être seulement perçu dans ma communication. En fonction de l'endroit où on place de la communication, il y a des choses qui servent à vraiment être lues parce qu'elles sont directement dans l'axe du regard et à l'endroit premier où la personne va chercher l'information, et là on peut être un peu plus détaillé. Quand on est du style dans un magasin en hauteur ou bien dans des zones un peu plus froides de fonctionnement, on va être dans du perçu, et là c'est uniquement pour donner le message d'une thématique, d'une ambiance ou bien d'un positionnement global que l'on peut utiliser ces endroits. Jamais mettre de texte vraiment très précis à cet endroit-là, ça ne sert à rien. De nouveau, ça a l'air simple et évident, mais franchement, quand vous allez dans un magasin, regardez un petit peu. Quand vous allez sur un site, analysez un peu comment ça fonctionne et vous verrez qu'il y a souvent des choses qui ne sont pas forcément au bon endroit. Un exemple parmi d'autres, c'est l'exemple le premier que vous voyez sur votre gauche avec le petit beurre. En gros, il faut savoir que dans un magasin, il y a une zone de décélération, une zone froide qui est à l'entrée du magasin. Dans cette zone-là, vous pouvez communiquer tout ce que vous voulez. En gros, les gens sont en pilotage automatique et ne voient pas grand-chose et ne retiennent pas grand-chose. Donc, dépenser beaucoup d'argent pour être dans cette zone-là, franchement, c'est dommage. Alors, dernier point au niveau des trois règles, c'est la cohérence. Pourquoi est-ce qu'on veut insister là-dessus? C'est tout simplement parce que aujourd'hui, plus encore qu'hier, vous avez une multitude de possibilités pour développer votre plan de communication. Vous allez avoir des possibilités physiques, des possibilités en ligne, vous allez avoir des possibilités tant sur un produit que dans un magasin. Et au total, il faut être cohérent. Et cohérent, ça veut dire quoi? C'est que de nouveau, par rapport à ce que vous voulez faire passer comme message premier, parce que vous vous êtes rendu compte que c'était ça qui était important pour votre client final, il faut que ce message, cet ADN se retrouve dans tout ce que vous allez mettre en place. Alors là, il y a deux exemples que j'ai épinglés. Il y a un bon exemple, il y a un plus mauvais. C'est pas qu'il est catastrophique, mais il est plus mauvais. Alors ça, c'est un exemple où, quand vous regardez la communication de ce magasin, que vous prenez son catalogue, par exemple, qui est sur la gauche, ou que vous allez dans le point de vente qui est basé sur le côté féerique et assez magique, et puis que vous allez sur le site internet, vous avez un décalage très très fort. Vous n'êtes plus du tout dans le même type de ressenti et d'image. Ça, c'est un exemple flagrant, là, quand on met les deux l'un à côté de l'autre. Mais vous en avez plein qui sont comme ça, où quelque part, quand le client passe d'un média à l'autre, eh bien, il ne retrouve plus à qui il a affaire, et donc ça décrédibilise. L'autre exemple, le bon exemple, c'est une petite marque Respire, qui s'est lancée à la base via un crowdfunding, qui est une marque qui, quel que soit le réseau où elle communique aujourd'hui, beaucoup de réseaux sociaux, mais également via des sites et des mailings et plusieurs choses, et même en magasin, puisque maintenant il y a des petites zones en boutique. Eh bien, le message de positive attitude et le côté véritablement durable du produit est présent d'une manière simple et efficace. Dernier, peut-être en conclusion, dernier exemple, un rappel, on va dire, de 5 pièges à éviter au niveau de la communication. Donc, par rapport à tout ce qu'on a raconté, s'il fallait résumer ça en 5 pièges à éviter, eh bien, ce seraient les suivants. Le premier, c'est de se dire, comme je l'avais dit au début,
Vos clients n'ont pas votre connaissance, ce ne sont pas des experts, donc faites très attention à ce que vous allez leur expliquer. Il faut toujours se mettre quelque part dans un niveau où ils sont capables de comprendre très simplement. Vos clients, même si vous êtes un super produit, une super marque et que vous avez vraiment des très très grandes valeurs, eh bien aujourd'hui, pour on va dire 3 clients qui va peut-être faire la démarche de chercher des gens comme vous, il va y en avoir 7 qui vont attendre que vous venez vers eux pour se dire, ah ben tiens, pourquoi pas changer mes habitudes. Donc, ne pensez pas que la communication soit moins importante parce que vous avez des belles valeurs derrière vous. Troisième règle, qui est une règle de base à retenir, au plus on a un budget qui est calculé et qui doit être efficace, au plus c'est dangereux de se disperser et de faire un petit peu de ceci, un petit peu de cela pour toucher un petit peu tous les types de publics. C'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de tester plus d'une fois. Ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux bien faire une chose plutôt que de se disperser. Toujours vous poser aussi la question, quels sont les concurrents aux yeux de mes clients, pas ceux que moi je perçois, mais avec qui on va me comparer, parce que c'est important de savoir du coup pour pouvoir affiner sa communication. Et surtout, 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 ne jamais penser que parce que quelqu'un qui est un concurrent à vos yeux a fait quelque chose qui a l'air sympa, vous pouvez vous permettre de faire la même chose et de faire un copier-coller, parce que c'est la pire des choses qui peut être faite. Donc, ne pas regarder les autres pour en trouver, pour faire la même chose, mais plutôt se dire comment je peux me démarquer de ça. Ah, on n'entend plus Julien. Pardon. Pardon. Pour réellement conclure cette fois-ci donc sur notre intervention, on va bien évidemment parler juste une minute, je pense, de la période Covid parce qu'on en entend assez parler tous les jours. Je pense que ce qui est important dans la situation qu'on vit tous à l'heure actuelle, c'est que on le voit bien qu'il y a des secteurs qui sont bien évidemment qui profitent de cette période. Je pense par exemple au digital, mais nous, en tant qu'agence de communication globale, donc on n'est pas une agence digitale, on n'est pas une agence offline, on se considère vraiment comme une agence de communication online et offline globale. Pour nous, cette mixité de plans entre le online et le offline est super important. Et il le sera encore plus demain, je pense. On le voit bien. Il y a clairement une demande des consommateurs dans l'alimentaire principalement, parce que c'est ce qui nous rejoint un peu tous aujourd'hui. Il y a clairement une demande pour avoir de la transparence au niveau des produits, pour avoir du local, un retour, comme Rob l'a dit tout à l'heure, avoir un retour à des commerces de proximité, à des produits qui ont des valeurs. Et je pense que ça, il faut s'inscrire dans cette démarche et il faut clairement profiter de cet avènement et le développer. Mais il faut le développer pas uniquement au niveau digital, pas uniquement au niveau magasin, mais vraiment en faire quelque chose de global. Et puis je pense qu'il y a une chose aussi qui est hyper importante à l'heure actuelle, c'est de rester positif. Moi, je veux dire, voilà, quand je rentre dans un magasin pour faire l'une ou l'autre course, moi, ce qui m'affole le plus à l'heure actuelle, c'est effectivement cette tension permanente qui se trouve dans les points de vente. Et je pense que ça, il faut s'en éloigner un maximum et il faut donner du positif à ces expériences. Voilà, ce sera le mot de la fin. Alors, Julien, il y a une question. Il y a Romain, donc peut-être qui demande, pourriez-vous préciser en quoi le copier-coller est si néfaste? Le copier-coller est néfaste parce qu'en fait, tout simplement, quand on regarde en fait comment expliquer les choses d'une manière concrète. Si vous prenez un bon exemple qu'un de vos concurrents a effectué et que vous le dupliquez sans vous poser de questions, vous allez peut-être en fait tout simplement non seulement brouiller l'esprit de votre client à vous qui vous voyez comme différent de ce concurrent et vous allez à la fin peut-être adopter un mode de communication qui n'était pas judicieux pour vous. En gros, c'est la première des raisons. La deuxième, c'est que quand on est le deuxième,
c'est toujours vu un petit peu d'une manière négative par le client final, surtout si le premier avait bien marqué les esprits. Donc voilà deux raisons qui fait que il faut véritablement, avant de faire un copier-coller, se dire qu'est-ce que j'en retiens et qu'est-ce que je peux retenir et appliquer moi dans ce bon exemple. Voilà, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ça va. Ah, attendez. Oui, non, c'est tout. Du coup, je continue, je pense, j'imagine. Vas-y. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Elodie Bouscara. Je suis l'une des fondatrices et cofondatrices de Cooking, qui est la première cuisine partagée de Belgique, que vous connaissez peut-être déjà. Plus récemment, j'ai créé Cookwork avec un autre associé flamand. C'est une plateforme de location de cuisine professionnelle et aussi une agence d'événementiel sur des projets culinaires. Et enfin, Foodcom, c'est un projet que j'ai depuis très très longtemps en fait déjà, mais que je viens vraiment de développer, qui est en fait celui d'accompagner les entrepreneurs dans l'alimentaire pour développer leurs projets et développer leur communication et leur marketing digital notamment. Alors, pourquoi c'est important le marketing digital? C'est aussi, la présentation ici se concentre sur le marketing digital, mais je tiens aussi à rappeler que c'est toute une expérience client qui est importante et en fait, elle dépend, comme disait Gingerly précédemment, toute l'expérience est importante et elle n'est pas seulement digitale, elle est aussi en offline, donc ça doit être aussi online et offline. Et pourquoi c'est encore plus important maintenant en Covid? On le sait pourquoi, parce que les gens sont, même s'ils vont faire leurs courses alimentaires dans les magasins de proximité ou pas, ils vont quand même chercher des produits forts en ligne et il faut au moins compléter l'expérience offline avec une expérience online. Et sinon, vous pouvez aussi tout à fait switcher de modèle et passer en tout online. Bon, bien sûr, pour des produits alimentaires, c'est un peu plus compliqué, mais il faut réfléchir à de la livraison notamment, à une offre que vous pourriez avoir sous un web shop. Et d'office, je pense qu'une des conditions sine qua non pour vendre en ligne, pour vendre tout court, maintenant dans ce contexte de Covid, c'est d'avoir au moins un site vitrine. Donc je pense que c'est quand même une condition sine qua non d'avoir le site vitrine. Et si vous pouvez avoir un web shop en plus, alors c'est encore mieux. Et si vous proposez en plus de la livraison, c'est encore mieux. Donc vous gagnez des points, je pense, auprès des clients pour leur faciliter un peu le travail d'aller chercher vos produits. Alors, pour reprendre au début, parce que je pense que c'est important de revenir sur les principes de base de la communication, c'est le slide suivant. Voilà, merci. En fait, la première chose qu'il faut vraiment dont il faut se poser la question, c'est de repartir du client. Le client, c'est vraiment celui qui va vous acheter vos produits. Donc, c'est vraiment cette personne sur laquelle vous devez vous concentrer en premier lieu. Et quand on parle de client, on parle en stratégie et en marketing digital de persona. Donc, un persona, en fait, c'est un profil type de client qui est en fait qui a toutes ces caractéristiques. Donc, ça peut être il faut vraiment donner à la fois le sexe, l'âge, parfois même une photo. Ça peut être un vrai client, une vraie personne. Et vous devez en découler de cette personne toutes les caractéristiques et des critères qui constituent son profil type, en fait. Donc, ça peut être une personne qui a des chiens ou des chats, qui aime la nourriture, donc certains produits, du durable ou pas. Est-ce qu'elle va donc il faut faire un profil type si ces personnes vont en supermarché pour faire ses courses ou au farm du coin ou va faire ses courses en ligne chez eFarms ou voilà. Tout ça, ça doit faire partie d'un profil type de la personne. Et pour cela, en fait, il est très important de directement consulter ces gens. Enfin, ces clients potentiels ou ces clients réels que vous avez déjà peut-être, et n'hésitez pas à prendre votre téléphone et de les consulter sur comment ils font leurs courses, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur parcours au niveau digital aussi. Est-ce qu'ils vont d'abord consulter des produits en ligne avant de les acheter? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui les intéresse le plus? Qu'est-ce qui les motive?
Donc, ça va assez loin dans la description du profil type et d'en découler 2-3 profils types qui sont vraiment vos profils clients. Il ne faut pas hésiter à être très, très précis pour que ça, en fait, votre cible et votre audience soient vraiment, vraiment hyper précises. Et on parlait auparavant de ne pas aller dans toutes les directions, de ne pas parler à n'importe qui. On dit que ça ne sert à rien de communiquer à tout le monde, il faut communiquer à une petite niche de gens. Et c'est comme ça que vous allez réussir votre communication, que ce soit la communication normale ou la communication en ligne. Mais en ligne, c'est encore plus important parce que vous avez tous ces aspects de publicité en ligne où vous devez définir votre audience. Et donc, votre audience, plus elle sera définie, plus vous aurez d'impact en termes de communication. Donc, ça, c'est vraiment un principe de base qui, je pense qu'il est important de rappeler. Et donc, quand on parle de persona, on parle donc de revenir vers vos clients potentiels ou réels, de leur demander ce qui les motive, ce qui les anime. Et pour ça, c'est vraiment un exercice d'empathie. Et c'est ce qu'on utilise quand on fait des interviews clients au début d'un projet. Et même si vous voulez développer un produit, il est important que vous fassiez cet exercice d'empathie et d'interviewer vos clients potentiels ou réels. Et c'est ce qu'on appelle le design thinking. Donc ça, c'est une des premières étapes de ce qu'on appelle un processus de design thinking, c'est-à-dire de penser un produit en fonction des besoins clients, avant même de développer un prototype produit. Et donc ça, je pense que c'est toujours important de revenir à ces fondamentaux. Et pour ça, on doit avoir une certaine compréhension du client et c'est ce qui amène en fait ensuite de la confiance par rapport au produit que vous allez développer, parce que vous créez en fait un lien avec votre client. Et ensuite, il va vous dire voilà exactement si c'est exactement ça qu'il faut. Donc, c'est une manière en fait de créer de la confiance et de créer une relation déjà avec votre client potentiel ou votre client réel. Ce qui vous permettra ensuite de définir votre positionnement et votre identité de marque, votre logo, votre identité graphique, qui est aussi très importante au niveau digital parce que c'est un peu cette identité-là que vous allez mettre en avant. On en a déjà parlé aussi au niveau du marketing et des affichages que vous pouvez voir en rue sur les produits et les ventes qu'on peut faire. C'est très important d'avoir une identité très précise et on peut utiliser tous les arguments durables, mais si ces arguments ne sont pas étayés par des faits réels qui sont donc issus de cette expérience client que vous pourriez avoir, ça ne sert à rien en fait. Donc c'est important vraiment de repartir du client pour créer l'identité et une identité qui est réelle et valable et qui est vraiment vérifiée. Donc ça, ce positionnement branding, c'est vraiment important. Et donc pour revenir sur ça, on a cet outil qui s'appelle le Value Proposition Canva. Désolée, on revient en arrière un petit peu. Qui en fait permet de comprendre. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire vous-même avec ce Canva que vous retrouvez en ligne gratuitement. Qui vous permet en fait de définir un peu des produits et services en fonction des problématiques clients et des solutions que vous pourriez apporter. Donc, on repart des problématiques clients en faisant ces interviews clients. On trouve les solutions et donc votre produit, est-ce qu'il répond est-ce qu'il est une solution à la problématique client? Et ensuite de ça, on voit quelles sont les caractéristiques du produit, les critères sur lesquels vous pourriez communiquer. Donc, en fait, c'est vos messages clés par rapport à votre produit ou votre service qui sont liés à la demande client, en fait. Donc, ça, c'est votre proposition de valeur en français. Alors, on passe à la suivante. Il faut savoir aussi, et ça, c'est aussi important, on parle d'expérience client. On parle d'expérience client offline et online, mais il faut au moins 6 à 8 points de contact avant une vente. Donc, ça veut dire, quand je parle de points de contact ici, ça peut être quelqu'un qui cherche sur un site internet pour avoir des informations sur un produit, quelqu'un qui peut se renseigner directement au point de vente, voir le packaging produit, donc c'est aussi un point de contact, un email, une story que vous auriez publiée sur Instagram ou Facebook et donc le client aurait vu cette story. Donc, il faut en fait, ou un appel téléphonique. C'est un peu de tout. Ça peut être n'importe quoi, mais en fait, il faut savoir qu'il en faut plusieurs pour arriver à vendre un produit. Ça ne peut pas être directement. Donc, il faut créer cette confiance et cette confiance passe par différents points de contact qui sont nombreux. Donc, il faut ne pas hésiter à créer plusieurs points de contact avec le client, mais toujours en gardant en tête que le client doit être une audience très, très ciblée et très, très fine.
Sur la suite, au niveau du marketing digital, donc je passe un peu du coq à l'âne, mais je pense que c'est important aussi de repartir de tous ces fondamentaux. Ici, je vous montre en fait une méthode et une sorte de méthode qui s'appelle l'entonnoir de conversion, qu'on utilise beaucoup dans le marketing digital, en fait, qui permet de définir en fait toutes les étapes de l'expérience client, notamment digitale, et de définir un peu des actions qu'on pourra réaliser une par une à chaque étape de l'acquisition ou de la transformation client. Donc, on part de la première étape en général, c'est le client prend un premier contact avec vous et ça passe souvent par le site internet. Donc, on verra les statistiques comme combien de personnes vont sur le site, combien de visiteurs, combien de visites uniques, combien il y a de gens qui vont aller sur vos réseaux sociaux, combien il y a de gens qui vont liker vos posts, Donc, en fait, on part plutôt sur un premier contact client qui est celui du trafic que vous pourriez avoir sur les différents médias que vous avez. Puis ensuite, l'acquisition, c'est exactement les gens qui vont plutôt faire une première action sur votre site, donc, ou sur vos réseaux sociaux, commenter, cliquer, aller plus loin dans les pages. Donc, on rentre déjà aussi dans un entonnoir un peu plus précis. Donc, à chaque fois, à chaque étape, vous allez avoir peut-être 1000 personnes sur votre site en utilisant des chiffres comme ça. Puis, vous allez avoir peut-être 500 personnes qui vont cliquer dessus. Puis, vous allez avoir, peut-être 200 personnes, mais c'est des chiffres complètement théoriques que je vous donne là, mais c'est toujours des chiffres. Il faut réduire en fait le nombre de personnes à chaque fois, à chaque étape de l'entonnoir de conversion. Donc, quand vous avez compris le principe donc il y a une partie trafic, une partie d'acquisition qui est celle d'une première action sur votre outil, puis une partie d'activation, en fait, c'est une première expérience client. Cette activation, ce sera celle d'une expérience où on appelle ça un premier moment où le client est vraiment, où le prospect est vraiment étonné et enthousiasmé par ce que vous proposez. Et donc, en fait, on appelle ça le moment wow. Et en fait, c'est ça qui va permettre vraiment de définir une vente. Donc, on aura des gens qui vont venir sur le site, des gens qui vont cliquer sur le site, des gens qui vont avoir une vraie expérience positive sur le site et qui vont acheter du coup. Et donc après, on a rétention aux revenus. Donc rétention aux revenus, c'est intercalable. Ça peut être directement, ils achètent, donc vous avez un revenu donc ils payent quelque chose en ligne, en l'occurrence. Mais ça peut fonctionner offline, bien sûr, aussi. Rétention, c'est est-ce qu'ils vont revenir sur le site ou pas, ou via d'autres réseaux que vous auriez. Et referral, c'est la dernière étape, c'est encore un peu le Graal, c'est est-ce que votre client devient un ambassadeur de votre marque et en parle à ses amis, en parle à ses contacts et devient vraiment votre ambassadeur, voilà, sans que vous ayez vraiment poussé ça. Mais bon, l'expérience a été tellement bonne qu'il devient votre ambassadeur. Et on recommence alors la boucle où on revient au début, puisque celui qui aura joué le rôle d'ambassadeur aura ramené d'autres clients qui vont recommencer la boucle de « Ah oui, je le connais, donc du coup là, on va repasser les premières étapes plus rapidement, puisqu'on va avoir quelqu'un qui aurait été déjà préparé via le bouche à oreille et donc on passe plus facilement des étapes dans ce sens-là. Alors pourquoi je vous parle de tout ce process et cet entonnoir de conversion? Parce qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui l'utilisent de manière récurrente et qui mesurent à chaque étape du process tout ce qu'ils peuvent faire pour améliorer l'expérience client. Et donc, il y a moyen, en fait, en s'inspirant de ces exemples-là, de s'inspirer de ces exemples, mais ne pas copier-coller, comme on vous a déjà dit, de créer, en fait, une super expérience client en ayant en tête toujours de garder la cible que vous avez dans votre audience, une cible très précise. Et donc, par exemple, je vous reparle 2-3 exemples comme ça. Airbnb, quand ils ont commencé, c'était vraiment un tout petit truc, il n'y avait rien du tout. C'était 2 gars qui louaient des chambres chez eux. Ils ont créé, en fait, ils ont utilisé un site d'annonces gratuite qui s'appelle Craigslist pour pouvoir publier leurs annonces d'autres appartements à louer ou chambres à louer.
Et ils ont utilisé aussi le fait qu'il y avait un événement à San Francisco très, très important où il y avait une pénurie de chambres d'hôtel pour pouvoir créer en fait il y avait de la demande, il n'y avait pas assez d'offres. Et du coup, ils sont sautés sur cette occasion-là pour pouvoir proposer en fait les chambres sur Airbnb qui étaient originellement à San Francisco simplement, quelques chambres qui étaient simplement gratuites et mises en avant sur Craigslist, qui était un site gratuit. Donc, ils ont renvoyé les gens qui allaient sur le site gratuit d'annonces vers leur site. Et en même temps, ils ont utilisé l'opportunité d'un événement où il n'y avait pas assez d'offres pour pouvoir faire monter leur demande de réservation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du hacking, en fait. C'est utiliser être un peu créatif dans la manière de faire de la communication au niveau digital notamment, pour pouvoir, à très faible budget, réussir à créer des opportunités de vente en utilisant donc toutes ces opportunités-là. Donc Airbnb, il y a 2 hacks qu'ils ont fait. Donc c'est le hack de l'événement de San Francisco et le hack d'utiliser Craigslist, qui était gratuit, et de renvoyer du trafic vers leur site, en fait. C'était tout simplement ça. Pour Hotmail, je pense que vous avez peut-être connu l'époque où Hotmail était tout récent. Et en fait, à chaque fin d'email, à la signature, il y avait toujours I love Hotmail ou quelque chose comme ça, and you, what you do. Enfin, c'était un truc qui permettait en fait aux gens, dès qu'ils avaient une signature par défaut mise en place par Hotmail, qui faisait effectivement, qui permettait d'énormément agrandir le réseau d'Hotmail, ce qui permettait de rentrer de nouvelles personnes pour utiliser le service d'email. HubSpot a d'autres hacks. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais LinkedIn aussi, il y a pas mal d'autres hacks. Vous pouvez trouver pas mal d'exemples sur Internet. Mais sachez qu'en fait, il y a plein d'exemples dont vous pouvez vous inspirer pour pouvoir faire du marketing digital à coût réduit. Alors, ici, je vais plutôt m'attarder sur ce qui se passe ici à Bruxelles et sur des exemples qu'on peut avoir ici en local qui sont très intéressants, je pense. Ce n'est pas forcément des hacks de marketing comme je viens de vous montrer, mais c'est plutôt aussi, pour revenir à ce qu'on a dit au tout début de la présentation avec Rob, l'importance en fait de ce que vous dites et de ce que vous faites derrière. Donc, c'est vraiment, il faut que tout soit en ligne, que votre identité soit en ligne, mais que vous ayez aussi une partie créative qui est très importante. Par exemple, on prend le Brussels Beer Project, fini le copier-coller des recettes du passé, place à la co-création. Vraiment, ça fait partie de leur identité de branding, c'est qu'ils créent en fait des bières avec leur audience. Donc ça, quand on parle, c'est presque un hack dans le sens où dans leur process de marketing, ils vont directement inclure le client dans la création de la recette, des prochaines recettes de bière qui vont sortir. Donc ça, c'est vraiment une super idée pour pouvoir mettre en place clairement un produit qui est en totale adéquation avec la demande du client. Et c'est super au niveau, pour moi, c'est presque un hack de marketing parce que finalement, ils sont sûrs de vendre leur bière s'ils ont les clients qui la créent avec eux, en fait, quasiment. Donc ça, c'est génial. Après, je pense à un exemple d'un de mes anciens clients de coworking qui travaillait, donc qui a démarré chez coworking, MadLab, qui lui plutôt a concentré sa communication pour se différencier d'autres personnes sur le marché des biscuits, parce qu'il y a quand même pas mal de gens sur le marché des biscuits, sur une communication vraiment axée adulte et un peu rock'n'roll, quoi, enfin un peu rock plutôt que rock'n'roll, avec des produits et des noms de biscuits. À la base, les biscuits étaient en forme de Mediator. Donc déjà, pour vous dire, c'était super intéressant au niveau de la forme. Ça faisait vraiment assez rock, quoi, très, très, très adulte aussi. Ce n'est pas des biscuits pour enfants. Et donc, l'idée, c'est vraiment de développer cette identité de marque qui est vraiment différenciante par rapport aux autres. Donc ça, je pense que c'est un hack qui n'est pas de digital forcément, mais qui peut vous inspirer pour d'autres idées au niveau du packaging, mais aussi au niveau du nom que vous allez donner au produit. Donc ça, je pense que c'est intéressant de s'en inspirer. Alors, Menu Next Door, j'ai pris cet exemple. Je sais que ce n'est pas forcément l'exemple qui va vous parler le plus, mais surtout pour l'utilisation des réseaux sociaux et pour le hack de Facebook.
Alors, sachez que Facebook, c'est peut-être un peu le grand méchant loup du réseau social, mais en même temps, c'est une réserve inestimable de prospects pour vous. Et si vous savez bien utiliser Facebook, vous pouvez vraiment utiliser les groupes Facebook notamment pour pouvoir aller chercher des clients. Si vous avez une cible très précise, n'hésitez pas à créer des groupes dans votre cible ou aller suivre des groupes ou même commenter dans des groupes qui correspondent à votre cible. Et je pense que Menu Next Door a vraiment fait ça super bien, parce qu'il a créé un groupe de chefs et de clients de Menu Next Door, donc une énorme communauté sur Facebook. Vous voyez là sur l'exemple 21 000 personnes qui aiment la page et ce groupe. Et donc, il y avait énormément d'interactions, même le début des commandes se passait sur Facebook. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une idée, une inspiration à prendre pour l'utilisation de Facebook en termes de groupe. Ça, c'est intéressant. Et alors, bien sûr, il y a encore un exemple, là, c'est Générous. Vous connaissez les biscuits sans gluten. Donc là, c'était vraiment le hack de Saint-Nicolas. Bon, c'est plutôt de l'opportunisme de Saint-Nicolas, mais je trouve que la marque est très belle et j'adore aussi le branding qu'ils ont. Vous voyez que là, ils ont repris leur branding avec des personnages. Ils ont des noms pour chaque biscuit. C'est un peu comme Madeleine, mais sur un autre registre. Donc là, ils ont Sylvain Spéculoos, qui est le biscuit normalement de Spéculoos, et ils l'ont un peu hacké pour Saint-Nicolas. Ils ont fait un petit dessin sympa avec Zwarte Piet, avec Père Fouettard et Saint-Nicolas en packaging. Je trouve ça sympa comme idée, et c'est aussi assez original, et en même temps, ça attire des nouveaux clients. Et alors, enfin, je voulais vous parler de la lettre de la ruche qui dit oui. Je trouve ça super sympa. Alors, bien sûr, c'est un énorme investissement pour eux parce que c'est vraiment un magazine en ligne, une newsletter, en fait, qu'ils envoient toutes les semaines et qui est hyper riche en articles sur l'alimentation durable, notamment sur plein de projets locaux d'alimentation durable qui sont extrêmement intéressants. Et elle est extrêmement bien écrite et au niveau de l'écriture, de la copie, elle est géniale. Donc ça, je pense aussi, c'est un très, très bon exemple dont vous pouvez vous inspirer pour créer vos newsletters, qui est vraiment directement lié à l'alimentation durable, puisqu'on parle que d'alimentation durable là-dedans, et qui pourrait être intéressant pour vous. Donc en fait, il y a plein de techniques que vous pourriez utiliser pour développer votre marketing digital ou pas. On commence toujours par être un peu plus visible sur Google, donc n'hésitez pas à utiliser, à mettre en avant vos mots-clés dans tout ce que vous écrivez sur votre site internet, de faire un maximum de référencement. Donc tout ce que vous mettez comme article de blog, comme titre de vos pages, vous devez penser au référencement sur Google et autres moteurs de recherche. C'est très important, ce qui vous permettra d'être trouvé et reconnu dans votre audience et dans votre marché. Les médias sociaux, c'est un incontournable, notamment pour l'alimentation. On parle beaucoup d'Instagram. Bon, Facebook aussi important, mais il y a aussi, vous ne devez pas tout faire en même temps, mais vous devez faire une fois des tests un par un. Mais vous pouvez aussi imaginer de vous démarquer un peu de tout le monde, de ne pas toujours avoir vous n'êtes pas obligé d'avoir une page Instagram à chaque fois ou une page Facebook. Vous pouvez par exemple décider de dire ah bah tiens, moi je vais aller sur Pinterest. Alors c'est une audience un peu plus féminine, un peu plus lifestyle on va dire, mais vous aurez peut-être plus d'audience précise. Si vous êtes dans cette audience-là, vous pourrez atteindre peut-être plus de monde précisément si vous prenez ce média-là. Donc n'hésitez pas à choisir un média principal et à publier principalement sur ce média plutôt que de vouloir publier partout la même chose qui n'est pas forcément une bonne idée en fait. Et alors je voulais aussi mettre l'accent sur l'email. L'email, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre au niveau du marketing digital. Comme je vous disais, un site web internet, un site vitrine, c'est important. Un e-shop, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas tout le contact client régulier à travers l'email, ça ne sert à rien en fait. Il faut que vous ayez une newsletter ou un email régulier. Ça peut être une fois par mois si vous ne pouvez pas plus. Ça peut être une fois par semaine si vous arrivez à faire du contenu. Mais c'est important de garder ce contact avec même ne serait-ce qu'une toute petite audience. Vous avez 10 personnes, 10 abonnés. Vous commencez par là et vous commencez à travailler votre audience. Et c'est comme ça que vous allez arriver à créer de la confiance et à créer en fait un maximum de points de contact avec vos prospects et vos futurs clients. Bon, je passe sur le reste parce que je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Oui, j'ai vraiment dépassé le temps.
Ici, sur ce slide, c'était pour vous montrer en fait l'importance de tester en fait. Tester chaque étape. Donc, vous pouvez tester une étape de l'entonnoir de conversion. Donc, par exemple, vous avez décidé un jour de faire un projet pour amener plus de trafic sur le site. Donc, vous allez faire une campagne peut-être Facebook qui va ramener vers le site. Et donc, vous allez tester seulement cette étape-là et voir si cette campagne fonctionne. Et on appelle ça un sprint en agilité. Donc, vous allez tester pendant 2 semaines, par exemple, la campagne Facebook. Vous la faites tourner pendant 2 semaines. Et à la fin des 2 semaines, vous allez voir, est-ce que ça m'a rapporté des gens sur mon site? Oui, non, combien ça m'a rapporté, combien ça a coûté et comment améliorer ça. Et en fait, à force de faire des mini-sprints comme ça de 2-3 semaines, des mini-projets de marketing digital à chaque fois, vous allez toujours améliorer votre audience, améliorer vos trafics, pourquoi pas votre conversion. Si vous voulez faire un projet de plus centré sur la conversion, vous allez peut-être pouvoir faire un autre type de campagne ou peut-être du flyering simplement. Enfin, il y a plein de possibilités en fait. Et donc, l'idée principale à retenir là-dessus, c'est vraiment qu'il faut faire un test à la fois, de 2 semaines maximum ou 3 semaines maximum, on va dire. Et à chaque fois, vous testez un aspect de votre tunnel entonnoir de conversion ou un aspect ou un média ou est-ce que ça marche sur Facebook? Oui, non. Est-ce que si ça ne marche pas, est-ce qu'on ne pourrait pas tester sur Pinterest? Et donc, il faut tester tout ça. Et au fur et à mesure, vous allez finir par y arriver. Et bien sûr, tester, mais aussi mesurer. C'est très important. Alors, je termine. Il y a 5 points que j'espère j'espère que vous allez peut-être me le dire si j'ai réussi ou pas, à vous passer. Le premier point le plus important pour moi, c'est vraiment l'empathie et la compréhension du problème client, ce qui va permettre en fait de créer en fait une identité, un positionnement qui est vraiment en accord avec ce que le client veut. Deuxième point, c'est qu'il faut plus qu'un contact pour vendre. Donc, c'est pas, il faut vraiment travailler vos contacts. Il faut créer de la confiance. Il faut faire des tests, beaucoup de tests. Et vous allez y arriver. Troisième point, le gros hacking, c'est plein de petites techniques qui ne nécessitent pas forcément des gros budgets, mais plutôt de la créativité. Donc, n'hésitez pas à être créatif dans la manière dont vous abordez la communication. Que ça soit encore plus digital parce qu'il y a de la concurrence, il y a beaucoup de concurrence et vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Donc, c'est important d'être hyper créatif. Quatrième point, l'email, c'est le nerf de la guerre. Si vous ne récupérez pas les emails de vos prospects ou de vos clients, ça sert un peu à rien, en gros. Mais par contre, important aussi, vous devez respecter les règles de la législation européenne, donc le règlement sur la protection des données. Et donc, il est important aussi de rester dans le cadre du règlement, de ne pas envoyer des emails et des spams à n'importe qui. Voilà. Et puis ensuite, 5e point, tester et prototyper votre produit ou le faire déguster si c'est un produit alimentaire, bien sûr, avant de vous lancer. Et aussi, ça c'est très important, si vous n'avez pas la validation du produit, la validation client, ça ne sert à rien de lancer un truc où vous allez peut-être perdre de l'argent et du budget à vouloir lancer un produit qui ne correspond pas du tout à la demande de votre client. Donc, testez, prototypez un max, faites un maximum de dégustation et ensuite, vous pouvez commencer avec vos campagnes. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Merci, Élodie. Héloïse, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Et on va vous laisser le temps de réfléchir sur des questions. Je veux déjà remercier les orateurs, Élodie, Julien et Isabelle. Un grand merci pour vos contributions. Et au même moment, je vous rappelle que le Rabat a toujours son helpdesk où vous pouvez poser toutes vos questions liées à l'alimentation durable. On essaye d'y répondre nous-mêmes ou on va à la recherche de la réponse au sein de nos membres. Donc, n'hésitez pas si vous n'avez pas de questions maintenant, mais vous avez des questions dans le futur, de nous contacter. C'est simple, c'est via info@rabat.be. Et sinon, je vous laisse poser vos questions. Oui, il n'y en a toujours pas. Je pense pas que... Et donc, comme déjà dit au début, les slides seront distribués et on a fait un petit film de ce workshop qui sera
mis à disposition sur le canal YouTube du Rabat. Et tout cela sera mis sur notre site web. Et donc, vous pouvez le consulter dans les jours à suivre. Alors, il y a une question d'un de Vos qui demande comment communiquer dans le cadre d'une cantine. Je ne sais pas, Elodie Il faudrait, ou... il faudrait peut-être un tout petit peu plus de précision, je pense. Alors, d'après ce que je sais déjà, c'est que c'est une cantine, une des cantines une des institutions européennes. Ah. Voilà, et je J'ai pense fait- que j'ai c'est fait client dans le là-bas. cadre du label Good Food ou en tout cas de ce qu'ils font au niveau durable. Voilà. Enfin, Je voilà, pense que si vous pas il y préciser. avait, ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais les, bon là en Covid, les gens sont en télétravail, donc peut-être que ça n'a pas vraiment de raison d'être, mais je sais que en tant que cliente moi d'une cantine précédemment, j'avais souvent je trouvais que c'était vraiment assez sympa, plutôt créatif. Les sous-plats en fait, hein, vous savez les feuilles qu'on met sur les plateaux. Et ben en fait, je trouve que c'était un moyen de communication assez intéressant pour les cantines, les clients des cantines. Donc d'utiliser ces papiers qu'on met c'était des feuilles de papier qu'on mettait sur les plateaux pour éviter que justement que les assiettes ne passent. C'était du papier recyclable, hein, bien sûr. Et il y avait souvent des messages, des petites campagnes de messages, en l'occurrence c'était européen puisque je travaillais là-bas, mais il y avait pas mal de choses aussi on peut passer pas mal de messages par ce biais-là et on est sûr de toucher l'audience qu'on veut toucher, quoi. Si je peux juste rajouter quelque chose, je pense que ce qui est intéressant aussi, au même titre qu'un magasin, c'est d'analyser le parcours client, si je peux appeler ça un client d'une cantine, pour un peu voir à quel endroit on peut communiquer. Et comme il le dit, effectivement, je pense que c'est intéressant de communiquer sur des sets de table ou autre. Ouais, Mais ce qui est intéressant, c'est se mettre à la place du client et prendre le chemin que le client va parcourir et essayer de sélectionner des endroits de communication et mettre sur ces endroits de communication des supports et adapter les messages sur les différents supports. Voilà. Ça, je pense que c'est de manière globale, mais je trouve que c'est un exercice qui est toujours intéressant à faire soi-même pour un peu voir, voilà, tiens, effectivement, là, je fais la file, donc les gens ont l'habitude de prendre un peu plus de temps. Eh bien, je peux communiquer des messages qui sont, entre guillemets, un peu plus complexes. Là, par contre, je suis à la caisse, j'ai pas le temps, je dois être dans un mode efficacité. Ça sert à rien de communiquer sur la liste de tous les allergènes possibles disponibles. Enfin, voilà, c'est le type d'exemple un peu bateau, mais je pense que parfois, il faut faire l'exercice soi-même pour le comprendre. Voilà, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Je vois pour le moment. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on va doucement clôturer ce workshop. Merci à vous tous. Ce sera le dernier workshop de l'année et on reprendra début de l'année prochaine avec un workshop sur les effets du Covid sur le secteur de l'alimentation durable. On est actuellement en train de faire une petite étude sur le sujet et on va communiquer les résultats en mi-janvier ou début février. Voilà, bon après-midi à vous tous et à bientôt. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Bon après-midi.